Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Bonjour Nicolas Arpagian. Vous êtes enseignant à l'école de guerre économique, spécialiste en cybersécurité et auteur de la cybersécurité aux éditions PUF. Nous sommes avec vous ce matin sur Radio J, surtout pour parler de l'affaire Pegasus, un logiciel espion appartenant à la société israélienne NSO et vendu par celle-ci à des États tiers, parmi eux le Maroc, le Mexique, l'Inde, les Émirats arabes unis ou encore la Hongrie et l'Arabie saoudite. Il y a quelques jours, c'est un consortium de journalistes internationaux qui eux-mêmes tenaient ces informations d'ONG qui a révélé 50 000 contacts, personnalités du monde entier potentiellement ciblées. Parmi elles, au moins 180 journalistes, 85 militants des droits humains ou encore 14 chefs de l'État. En fait, en France, plus de 1000 contacts et dans ce joli monde, des membres du gouvernement français ainsi que le président de la République, Emmanuel Macron, laissant penser qu'il aurait pu être traqué. Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien, l'a démenti hier auprès de Florence Parly. Qu'est-ce que cette affaire a de si excitant ? Alors, en tout cas, pourquoi? Parce qu'elle illustre le phénomène de l'importance du renseignement numérique désormais dans les relations internationales, même entre pays globalement alliés ou en tout cas partenaires au sein d'alliances. On va s'apercevoir qu'effectivement, il y a un appétit pour le renseignement économique, diplomatique, technologique. Effectivement, c'est quelque chose de tangible. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, on manque à chaque fois de preuves parce que c'est évidemment des modes opératoires diffus, numérisés et donc difficilement démontrables. Là, il y a effectivement un scénario, une mise en place d'un outil, d'une entreprise, d'État, de commanditaire. Et donc, effectivement, c'est ce que n'apprécient justement pas les diplomates, c'est-à-dire la mise sur la place publique de pratiques qui, d'habitude, sont réservées aux arrière-cours et justement doivent être dissimulées. Alors justement, ce logiciel connu pour être intraçable, pour le coup, il a été d'une certaine manière un peu tracé. Et on sait que en fait, ce logiciel Pegasus a été retrouvé dans des affaires extrêmement sensibles. Est-ce que vous pouvez potentiellement nous en Alors, parler ? oui, enfin, le principe, après, c'est là où c'est intéressant dans l'évolution stratégique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des états-majors militaires qui intervenaient sur des théâtres d'opération, et donc on avait une chaîne de commandement et des intervenants qui étaient des forces régulières. Avec l'arrivée de cette numérisation, de l'intensification des usages numériques, on va arriver avec des prestataires privés qui vont pouvoir élaborer des technologies et ensuite, comme toute société commerciale, faire en sorte de trouver des débouchés, des clients. Et c'est là où on va s'apercevoir que même si le ministre de la Défense, vous l'avez dit, il n'était pas venu, enfin il n'y avait pas eu de visite officielle depuis 7 ans, 7 ans. là c'est dépêché, voilà, c'est dépêché pour venir parce qu'on voit bien qu'il faut donner des explications. Même si l'exonération première est de dire c'est une entreprise, c'est pas nous, on n'est pas en tant que gouvernement, on voit que c'est pas un argument qui est tout de suite audible par ceux qui estiment avoir été écoutés, mais il n'empêche que ce ne sont pas des forces régulières, donc c'est un monde qui est recomposé par rapport à des logiques de défense où on avait en principe des forces armées intégrées au sein des états-majors. La seule chose, c'est qu'il va falloir maintenant démontrer ce qui est arrivé. Vous avez mentionné le cas du téléphone portable du président de la République. Même les journalistes ont dit, voilà, il a fait partie d'une liste où manifestement une investigation a été sollicitée. Il n'a pas encore été démontré la réalité. Alors, le raisonnement va être simple à tenir, de dire évidemment, si on a la possibilité d'écouter le téléphone portable du chef de l'État de la 6e puissance du monde, est-ce qu'on ne le fait ou on ne le fait pas? Il est Oui, vraisemblable qu'on le fait, mais c'est vraiment une logique de diplomatie désormais qui se met en œuvre pour tenter de minimiser les actions des uns et également la faiblesse numérique des autres. oui, vous l'avez dit, Benny Gantz, qui était en rendez-vous, en rencontre hier avec Florence Parly, a expliqué qu'en gros, le téléphone portable d'Emmanuel Macron n'avait pas été visité, si je puis dire. Alors, j'ai envie de vous demander, comment peut-il le savoir finalement ? Et voilà, vous avez pointé du doigt la difficulté, c'est-à-dire que sa voie de défense, si on devait appliquer les termes d'un tribunal, Hmm. et de dire non, nous n'avons pas commis d'acte, et d'ailleurs nous ne sommes pas directement partie prenante. La présidence de la République française ne doit pas dire qu'il y a une exposition particulière au risque numérique, et donc c'est n'avoue jamais, n'avoue jamais, n'avoue jamais. D'ailleurs, NSO a assez rapidement mis un communiqué sur son site internet en disant nous ne répondrons plus aux journalistes, et on peut penser que les trois parties
parties, l'entreprise, les entités cibles et les entités comme le ministère israélien de la Défense tiennent toutes à ce que en fait l'actualité passe et qu'on vienne à d'autres sujets de préoccupation. Alors oui, il faut le rappeler, NSO, c'est une société israélienne privée, il faut quand même le signaler, mais le logiciel Pegasus est considéré comme un produit de cybersécurité offensif et du coup, il doit donc obtenir le feu vert de l'Agence de contrôle des exportations militaires, qui dépend du ministère israélien de la Défense, pour être vendu à des pays tiers au même titre qu'une arme. Alors ma question, c'est l'État d'Israël était donc obligatoirement au courant de toute cette manœuvre ou cela a pu lui échapper? Alors, c'est vraisemblable, en tout cas, qu'il y a forcément une information préalable, une logique d'accord, vous le mentionnez. C'est toute la difficulté des technologies dites à double usage, c'est-à-dire qu'une technologie qui pourrait connaître, et d'ailleurs, des technologies d'interception ou de géolocalisation de téléphones portables sont communément commercialisées, notamment pour protéger les téléphones d'enfants ou d'adultes atteints de maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Et on voit bien que c'est pas la technologie qui est en cause, c'est bien le contexte d'utilisation, L'utilisation. voilà, et surtout le maillage qui va être fait. Et la difficulté des technologies de double usage, c'est la capacité de contrôler la vente effective et les usages effectifs, autant des armements technologiques comme des chars, comme des équipements particulièrement Mais qui exigent un est-ce que ça, c'est savoir-faire. possible? Ouais. Est-ce que c'est possible? Alors effectivement, Est-ce que ça veut dire que quand la France, par exemple, vend des armes à des pays étrangers, je rappelle qu'elle est quand même la troisième place du marché mondial des ventes d'armement, est-ce qu'on lui demande comment elle va les utiliser et surtout contre qui? alors, c'est toute la difficulté effectivement, de vendre un outil avec un contexte. Alors, c'est vrai que d'habitude, dans l'armement conventionnel, on a fait une traçabilité avec des engagements juridiques. Simplement, là, il y a effectivement des éléments physiques d'équipement. On va être dans des ciels qui sont dématérialisés, dont l'usage ne se mesure pas de manière concrète et physique, et donc la capacité à vérifier les fonctionnalités, les cibles envisagées, c'est effectivement beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la réglementation dans ce domaine tâtonne un peu. Alors on voit bien l'état d'esprit de la réglementation, mais son caractère opérationnel, son applicabilité est effectivement délicate. Une fois de plus, dans ce monde du renseignement, on voit bien que on n'est pas surpris par le fait que des États cherchent à collecter du renseignement de première main. Le téléphone portable, c'est un condensé d'informations intime, puisque le dirigeant en permanence, dans son cercle familial, amical, certainement même médical, avec ses partenaires et ses homologues, et éventuellement d'ailleurs ses opposants. Et donc, effectivement, c'est naturel que ce soit un centre d'intérêt. Bon, après, il faut aussi que les États se mettent en position d'être le moins écoutable possible en utilisant également des moyens de protection. Donc, c'est vrai que la chasse au renseignement, elle est aussi vieille que l'humanité, puisque gouverner, c'est justement C'est ce que j'allais vous capacité demander. d'avoir cette Tout information. à fait. Est-ce que l'espionnage n'existe pas depuis la nuit des temps, finalement? Ah, depuis qu'il Eh peut-être oui. qu'il y a eu deux personnes sur cette terre, peut-être c'est à la troisième personne sur cette terre, on dit que c'est le plus vieux métier du monde, Oui. puisque si on l'attribue à la prostitution, on dit ah, ça sert à rien qu'il y ait une prostituée ou des prostituées dans une ville si on ne sait pas où elles sont. Donc évidemment, le renseignement est naturel. La seule chose, c'est que une fois de plus, comme au moment de l'affaire Snowden, comme on a démontré, ou en tout cas on commence à flécher des pratiques, les États sont comment dire, inconfortables. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre s'est déplacé, et vous voyez d'ailleurs le ministre de la Défense. Donc on n'est pas dans Bien l'échange sûr, d'ambassadeurs, on tout on à est dans fait. quelque chose où il faut donner des gages. Par contre, en fait, il faut maintenant cicatriser. Pourquoi? Parce que la vie doit reprendre, les échanges diplomatiques, commerciaux, politiques. Il y a des agendas extrêmement chargés. Donc on voit que, d'ailleurs, quand la France a fait l'objet de piratage ou de tentatives d'interception par l'Allemagne il y a quelques mois, ou enfin quelques années, et ensuite on s'est aperçu que des pays européens également conduisaient des opérations d'espionnage. Voilà, donc il y a eu des grincements de dents, il y a eu certainement des explications dans les chancelleries, mais il y a Bien un sûr. moment où on doit revenir à des relations apaisées, et puis surtout que de tirer les enseignements pour aussi renforcer la capacité de protection. On voit bien que il y a toujours les deux dimensions, offensive et défensive, ces deux expertises qu'il faut enrichir concomitamment. Une question un petit peu technique, Nicolas Arpagian. Qu'est-ce que ce logiciel a de si exceptionnel concrètement? C'est-à-dire que c'est dans un téléphone, mais ça veut tout dire et rien dire. Comment ça marche? Alors,
Alors, j'évoquais la disponibilité aujourd'hui de solutions, alors qui sont légales dès lors que, enfin en France, dès lors que vous l'utilisez avec l'accord du propriétaire du téléphone, donc, ou en tout cas vous ayez autorité sur lui. Je pense que c'est le cas de parents à l'encontre d'enfants, ou si vous avez effectivement la responsabilité d'une personne âgée. Donc là, la Dans loi cette affaire en le permet, particulier, puisque dans cette affaire en alors. particulier. Oui, mais justement, c'est important, c'est que le savoir-faire, et là où NSO donc dire que la capacité de récupérer les emails, les éléments de connexion, les réseaux sociaux, l'annonce sur les sites internet, les SMS, les métadonnées du téléphone, c'est-à-dire qui a appelé qui pendant combien de temps, Avec ça une c'est faille un zéro savoir-faire qui clic. est Avec une faille zéro exactement. clic. Et ça, c'est l'intrusion dans le téléphone. C'est l'intrusion dans le téléphone avec des 0D, c'est-à-dire que d'habitude, on doit soit avoir le téléphone de sa cible entre les mains pour télécharger l'application, soit il faut envoyer un message qui est anodin, mais qui va quand même exiger que le destinataire clique sur un lien pour télécharger un petit logiciel en tâche de fond, et de manière à ce qu'on puisse installer le logiciel de supervision sur le téléphone. Là où NSO franchit une étape, c'est dans l'expertise, dans ce qu'on appelle les zero day, c'est-à-dire des failles qui sont dans le programme, le logiciel intrinsèque du téléphone. Et donc, il y a évidemment une expertise de manière à ce que la personne n'ait même pas commis d'acte, même involontairement, pour infecter le téléphone, et ce qui correspond parfaitement au mode opératoire exigé pour atteindre des téléphones particulièrement sensibles comme ceux de chefs d'État ou de gouvernement. Nicolas Arpajon, que risque la société NSO après tout ce tollé? Alors, elle risque déjà un blâme, ou en tout cas alors une mise en cause, en tout cas symbolique, commerciale, en termes de. La seule chose, c'est qu'on imagine mal des procédures judiciaires. Alors, même si. Et on voit Il y a- que les États n'ont pas bougé juridiquement et judiciairement, mais qu'un certain nombre d'entités, vos confrères du Canard enchaîné, de Mediapart, quelquefois des personnes physiques, je pense à Dominique, qui est donc à l'époque journaliste au Canard enchaîné, qui a annoncé, des parlementaires ont annoncé qu'ils allaient porter plainte. Donc là, on va suivre le fait judiciaire et de voir, une fois que les investigations vont être conduites, quelles vont être les entités visées. Est-ce que c'est le prestataire technique qui semble, dans un premier temps, le premier objectif, puisque ça, on commence à avoir une matérialité, et puis éventuellement, la question est de voir est-ce que NSO, alors sinon se dédouanera, en tout cas se justifiera en disant qu'il a vendu sa solution à des tiers, mais c'est plus par ces particuliers ou ces entreprises qui vont porter plainte que par les relations interétatiques qu'on peut peut-être avoir des éclaircissements sur les parties prenantes et les intentions des uns et des autres. Oui, et puis il y a l'ONG Reporters sans frontières qui a réclamé un moratoire sur ces ventes, et la chancelière allemande, justement Angela Merkel, qui a demandé plus de restrictions sur la vente de ces systèmes. Pour conclure, une question un petit peu drôle. Est-ce que c'est logique d'être autant victime de son succès? Alors, ça dépend. Le succès, celui qui triomphe, c'est le téléphone portable. C'est aussi Oui. le fait de dire qu'il y a un tel condensé d'informations dans ce petit équipement. Vous savez, c'est un équipement que le dirigeant, la dirigeante d'entreprise, d'un gouvernement, d'un politique, peut utiliser sans aide extérieure. Il n'a pas besoin d'avoir un aide de camp. C'est un outil technologique. Il n'y en a pas tant que ça, au final, quel Mais que soit leur âge, quelle que soit leur c'est appétence. aussi des failles qu'on peut retrouver sur Apple, etc. Exactement, exactement, puisque le dirigeant se trouve seul. On se rappelle que le président Trump avait dû céder à la demande du Secret Service de bloquer la géolocalisation de son téléphone, puisqu'il l'utilisait réellement pour envoyer ses tweets, et vous pouviez suivre en direct la géolocalisation du président des États-Unis. Vous vous doutez que le Secret Service n'appréciait pas. Bon, ils ont réussi à le convaincre, et donc à partir d'un moment, il a supprimé la géolocalisation de ses tweets. Mais en tout cas, c'est bien le dirigeant qui est seul à la manœuvre, et donc évidemment ça limite, enfin en tout cas les capacités de certains services à pouvoir le suivre au quotidien et à contrôler, ou en tout cas vérifier ces pratiques du quotidien. Merci beaucoup Nicolas Arpajon d'avoir répondu à notre antenne ce matin sur Radio J.